identité nègre et ne garder que l'identité arabo-berbère. On ne peut pas accepter ça. Et malheureusement, c'est cette idée de base, cette façon de concevoir la Mauritanie qui est de laquelle découle tout, dont les carrefours dont vous parlez. Partout, dans tous les. C'est pas seulement les carrefours, c'est les associations, c'est la dénomination des ONG, c'est tout qui prend des noms arabes. C'est tout qui prend des noms arabes. Nous, ils ne s'imaginent pas qu'il y a des Pulaars, qu'il y a des Soninké, qu'il y a des Wolofs qui ont besoin de se voir dans les représentations des symboles de ce pays. Ils ne le conçoivent pas comme ça. Donc, les carrefours, c'est juste un détail. Si je prends l'hymne national, c'est quelque chose qui doit faire vibrer le citoyen quand il l'écoute. Il doit aimer sa patrie. Il doit vibrer au niveau de l'hymne parce qu'il sait ce que ça porte l'hymne. Mais qu'est-ce que vous comprenez à l'hymne? Qu'est-ce que moi je comprends à l'hymne? Rien du tout. Donc pour moi, l'hymne ne fait rien résonner chez moi. Je ne résonne pas au rythme de l'hymne parce que je ne comprends pas. Et ils n'ont pas eu la petite courtoisie, la petite politesse de mettre ne serait-ce que quelques termes de Soninké, de Pulaar et de Wolof dans l'hymne pour montrer aux gens que nous sommes aussi de ce pays-là. Non, c'est l'arabité. Il faut se plier ou il faut casser. Il faut se plier ou il faut émigrer. Nous ne plierons pas, mais nous ne sortirons pas d'ici. Nous allons résister parce que ce pays nous appartient à tous. C'est le colonialisme qui nous a trouvés ici, qui nous a associés. Et nous avons gardé notre ligne, notre identité. C'est pareil. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce problème de carrefour, qui est juste un problème de détail. Les rues. C'est maintenant qu'on commence à corriger. Heureusement, il y a le maire de Sepra, tout récemment, qui a donné à une école le nom de Suleiman Bal. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Sur 90% des noms, c'est des noms arabo-berbères. On n'existe pas. Et c'est pareil pour toutes les ONG qu'on crée, pour tous les baptêmes de choses que l'on fera. Voilà leur façon de voir qui ne crée pas un esprit d'unité, un esprit de nation. Pour eux, il faut assimiler les gens, les transformer comme des Arabes. Ils veulent copier le Maghreb. Ils veulent copier la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Dans la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, combien il y a de Noirs? Mais vous en verrez où? Au niveau des médias. Vous en verrez où? Au niveau de la superstructure. Non. Ils sont relégués à la culture des palmiers. C'est ça qu'ils veulent faire ici. Et ça, nous devons résister. C'est tout. Bon, les échecs, ce n'est pas que l'année passée. Les échecs, c'est depuis la réforme de 1999. Les échecs remontent à 22 ans d'échecs successifs. Depuis qu'ils ont fait la réforme de 1999, qui était programmée pour nous faire échouer, fondamentalement. Depuis lors, les échecs ont commencé. Donc, ce n'est pas seulement l'an dernier. Dans l'échec global, c'est l'ensemble des Mauritaniens, arabo-berbères et négro-africains qui échouent, mais ceux qui pâtissent, ceux qui en souffrent fondamentalement, ceux qui échouent massivement et qui abandonnent l'école massivement, c'est les négro-africains. Parce qu'à cause de la réforme qui a été faite, pour faire un petit peu l'historique, les gens étaient dans le système à filière arabe, filière français. Le comité militaire a décidé qu'il faut qu'on fasse le système à filière pour que les négro-africains aussi soient traités correctement et équitablement. Donc la filière arabe, tous les mots, c'est obligatoire pour les arabo-berbères. La filière bilingue, qu'on dit bilingue, mais en vérité très peu, c'est en général la filière dans laquelle s'orientaient les négro-africains. C'était ça la réforme de 1999. En même temps que la réforme, on a créé l'ILN, l'Institut de langue nationale, pour qu'on apprenne nos langues, pour leur Soninké et Wolof. Donc ça marchait concomitamment, en même temps, simultanément. L'ILN a fonctionné. Les enfants ont commencé à aimer l'école parce qu'on leur enseigne dans leur langue. Ils comprennent plus vite, ils réussissent plus vite. Ils réussissent, comment dirais-je, de façon positive et très rapidement. Alors, pendant que les gens sont dans le système filière et que l'expérimentation de l'ILN se fait, ils décident un beau jour, alors que l'expérience de l'ILN devait être généralisée, parce qu'elle donne de bons résultats, 80% taux de réussite, elle donne de bons résultats, elle devrait être généralisée à la 6e année. À la 5e année, ils décident de tout gommer.
Non seulement nos enfants qui avaient fait l'école en maternelle, on leur dit maintenant non, il faut que vous vous reconvertissiez en français, vous allez faire les examens en français. Sauf en mathématiques, vous allez les faire dans la langue nationale. Vous comprenez l'injustice? En 5 ans, vous étudiez le pulaar. À la 6e année, on vous dit tu ne peux plus composer en pulaar, tu vas composer en français. Il faut donc te reconvertir, mais tu vas garder une matière, les mathématiques, tu feras en pulaar ou bien en soninké ou en wolof. Voilà comment ils ont procédé. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Les enfants ont été handicapés dans les matières littéraires, mais comme ils composaient en mathématiques, et ils pensaient qu'en composant en mathématiques, ils allaient échouer massivement, les mathématiques qu'ils avaient apprises en pulaar, c'est ça qui les a fait réussir. Ils sont, pour la plupart, ils sont sortis majors. Mais ils n'en voulaient plus. Ils voulaient absolument supprimer cette expérimentation qui échoue et qui nous arrange. Parce qu'elle permet à nos enfants, pour la première fois, de réussir pleinement à l'école. Alors, ils vont créer la réforme de 1999. La réforme de 1999 qu'ils vont créer, ils vont supprimer l'institut, qui réussit. Ils vont supprimer le système à filière. Là-bas, c'était filière français à dominante. Là-bas, c'était filière arabe à dominante. Pour instituer une seule et même filière sous prétexte, on va unifier les Mauritaniens parce que l'école les divise. Mais on va unifier le système éducatif mauritanien de quelle manière? En arabisant toutes les matières littéraires. Philosophie, histoire, géographie, instruction civique, instruction morale, langue, etc. Tout ceci, on va l'arabiser. On va garder juste mathématiques, les sciences en langue française. Nos enfants sont perdus. C'est à partir de là qu'ils vont abandonner massivement l'école. Parce qu'ils ne peuvent plus suivre. Parce que toutes les matières littéraires sont en arabe, ils n'avaient pas appris en arabe. Et la pédagogie qui est faite dans cette langue n'est pas bonne. Donc, à partir de là, c'est de là qu'on commence l'échec. Ce n'est pas hier ou aujourd'hui, c'est à partir de 1999 qu'on commence l'échec. Depuis qu'ils ont tout arabisé au niveau des matières littéraires. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Maintenant, ils veulent faire une réforme de l'éducation pour dire qu'ils vont prendre en compte les langues nationales. En soi, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits qui ne sont pas clairs et qu'il faut clarifier. Il faut qu'ils acceptent que l'expérience de l'ILN a été concluante, positive. Et que dans l'expérience de l'ILN, l'enfant il apprend toutes les disciplines dans sa langue maternelle, dont les mathématiques et les sciences. Mais aujourd'hui, dans le libellé du document, c'est du flou. Quelquefois on dit non, non, toutes les langues nationales vont être enseignées. Quelquefois on dit non, 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 il y a que les mathématiques seront enseignées en arabe. Vous voyez le jeu? Vous voyez le jeu? Quelque part, tu as l'impression que oui, on va prendre en charge une langue, mais d'un autre côté, on fait des réserves. Non, 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 vous allez apprendre, mais on va enseigner quand même l'arabe, les mathématiques en arabe ou les sciences en arabe. C'est quoi? Un double jeu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter que nous, nos langues sont porteuses de sciences. Ils ne veulent pas comprendre que nous avons une identité culturelle différente et que nous avons le droit et le devoir d'apprendre nos langues maternelles. De la même façon qu'ils apprennent l'arabe, de cette même façon que nous apprenons nos langues. De la même façon qu'ils croient à la langue arabe comme porteuse de sciences, nous croyons fondamentalement davantage encore à nos langues qui sont porteuses de sciences parce qu'elles sont jeunes et parce qu'elles ont prouvé leurs résultats. Donc c'est ce qui se passe. On essaie de faire comment dirais-je, une réforme, mais en mettant du vernis, en insérant des non-dits, en restant dans le flou, pour encore aller dans la même direction de l'agenda. L'agenda, c'est de faire de nous des Arabes. On n'est pas des Arabes. Cet agenda, ils n'ont pas encore renoncé à ça, fondamentalement. Il faut que les gens soient vigilants. Le 28 novembre de notre indépendance en Mauritanie, pour en parler, il faut remonter un petit peu en arrière. Remonter à sa source. Et la source, c'est quoi? Ce sont les coups d'État. La Mauritanie était un pays de coups d'État. Au moins 6 ou 7, je crois, qui sont faits en général par des arabo-berbères, en général. Mais le seul coup d'État arabo-berbère où les gens ont eu à être passés par les armes, c'est le coup d'État de Mohamed Salem, du Trarza. Sinon, tous les autres coups d'État, les gens ont fait des coups d'État, mais
on les a pris, on les a licenciés, on les a pris, on les a enfermés pendant quelque temps, on les a laissés tomber. Sauf le coup d'État qu'on appelle coup d'État négro-africain. Des officiers négro-africains qui étaient, comment dirais-je, frustrés par ce qui se passe, qui étaient choqués par notre arrestation, nous, et notre traitement dur, parce qu'on a juste écrit un document pour dire que le pays allait dans une mauvaise direction. Ces officiers négro-africains ont décidé de faire un coup, ont eu l'intention de faire un coup. Ils n'ont pas fait, l'intention de faire un coup. Le coup n'a pas marché, le coup n'a pas commencé, il n'y a pas eu de début d'exécution du coup. C'est dans leur tête, c'est dans leur intention. Entre-temps, ils ont été démasqués. Quelle est la mesure qu'on en prend? La mesure la plus répressive, on en exécute 3. Alors qu'il y a des gens qui ont fait des coups d'État ici. Le sang s'est versé à Nouakchott, qui a été pris en otage pendant 3 jours. Personne n'a été exécuté. C'est ça la mentalité qui veut que eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. 86, quand nous avons été arrêtés pour des raisons politiques, parce qu'on a écrit un document, nous avons été traités de la manière qu'on n'a jamais vue dans ce pays-là. Nous sommes menottés, nous sommes enchaînés en même temps, on nous prive de nourriture, et qu'ensuite, quelquefois, les tortures. Et nous sommes soumis à des travaux forcés. On n'a jamais traité une aile politique arabo-berbère avant ça de la façon dont on nous a traités. Donc, la répression a commencé là. 86, quand nous avons été arrêtés, les populations ont protesté. On les a matés. On a continué de les mater jusqu'en 87. Maintenant, 87-89, c'est en deuxième degré de la répression, c'est les déportations. On a pris des populations massives de leur village qu'on a déportées au Sénégal et au Mali. On parle de 60 000 du côté du Sénégal et de 22 000 du côté du Mali. Ça, c'est la deuxième étape de la violence. Pendant que ces déportations sont faites, il y a eu des exécutions massives au niveau de la vallée. Des gens sont pris, sont tués comme ça par les militaires qui avaient envahi la vallée. Donc, exécution extrajudiciaire massive dans la vallée du fleuve, entre 87 et 89. Maintenant, 90 va venir, l'armée va être épurée, les éléments vont être pris, pour n'avoir rien, qu'on pense que tout le monde a trempé dans le coup d'État. Et pour amener ça à son point culminant et pour véritablement créer dans l'esprit des gens de la terreur, les traumatiser, on a pendu 28 militaires négro-africains un à un avec des numéros. Donc, il faut que les gens comprennent que le 28 novembre n'est que le point culminant de la répression qui a commencé depuis 1986. Maintenant, leur erreur, c'est la méchanceté qui conduit aux gens à tuer ces mêmes soldats qui servaient leur pays le jour de l'indépendance, le 28 novembre. Ils l'ont souillé, ils l'ont taché pour l'éternité. Pour eux, c'est une fête de réjouissance, de commémoration, de joie. Pour nous, c'est un jour de deuil, c'est terminé, on ne peut pas changer ça. De cette façon-là, en tout cas. Donc, le 28 novembre est devenu pour les Mauritaniens, de 28 novembre, en 28 novembre, fêté, en 28 novembre, où les gens sont en deuil.